C'est difficile à dire ce que j'aimerais bien vous dire. Oh, mais taisez-vous, j'ai quelque chose à dire. Écoutez-moi. Si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. Faut prendre le temps de prendre son temps. Pour son dernier film, Luis Buñuel poursuit son interrogation sur les relations entre hommes et femmes, qui parsèment son œuvre. Citons notamment Elle, en 1953, Belle de jour, en 1967, et Tristana, en 1969, d'après un roman de Pérez Galdós. Ici, il adapte le roman de Pierre Louis, La femme et le pantin, en 1898. Transposé à l'époque actuelle, et qui connut de nombreuses adaptations cinématographiques. On songe aussi à Carmen, de Prosper Mérimée, et à l'opéra de Georges Bizet. Pierre Louis fut passionné par l'érotisme, et on lui doit plusieurs poèmes comme les chansons de Bilitis, en 1894, Petite scène amoureuse en 1927, et des romans sur le sujet comme Aphrodite, en 1896, et le très sulfureux Trois filles de leur mère, en 1926, impubliable aujourd'hui. La mise en scène du cinéaste reste toujours distanciée, évitant le suspense et la fièvre pour étudier son sujet à la façon d'un entomologiste scrupuleux. L'ingéniosité de Luis Buñuel, avec la collaboration de son scénariste, Jean-Claude Carrière, et d'avoir fait interpréter le même rôle par deux actrices différentes, la tigresse Angela Molina et la froide Carole Bouquet, pour traduire le côté inaccessible du charme féminin, qui joue de la réversibilité des signes, envoûte et désespère les soupirants sans jamais se laisser capturer. Voilà la situation de base. Jean-Claude Carrière nous résume la genèse du film. Quand nous écrivions un scénario vers la fin de la première version, nous étions au Mexique, dans le balnéario de San José Purú, où nous travaillions tout le temps. Et un jour, nous nous sommes posé la question, quelle est la cohérence du personnage féminin, qui est tellement déroutant, tellement fuyant, tellement, entre guillemets, contradictoire, que nous nous demandions si nous n'étions pas allés trop loin. D'ordinaire, Buñuel rejette toute espèce de construction psychologique d'un personnage, il a horreur de ça. Moi aussi, dans ce que nous cherchons, c'est une espèce de vie et de vérité à la limite de l'invraisemblance et de l'impossible. Mais là, tout de même, ça nous paraissait aller un peu fort. Et il m'a dit ça, et on s'est dit, on a eu l'idée, un jour, de prendre deux comédiennes pour jouer le rôle de Conchita. Et même, on a fait un découpage du scénario que nous avions déjà, en disant, voilà, il faudrait qu'il y ait deux femmes, une qui soit élégante, distante, et même distinguée, un peu froide, et l'autre qui soit apparemment populaire, ouverte, accessible, souriante, et même un peu aguichante, mais les deux ne pourraient pas être joués par la même fille, par la même comédienne. Donc nous avons fait un découpage des scènes que nous avions déjà, en attribuant à la distinguée ou à la populaire telle ou telle scène. Bon, et à la fin de la journée, Buñuel a rejeté ça en haussant les épaules et il a parlé, je me rappelle très bien de son expression, du caprice d'un jour pluvieux. Donc on a oublié ce caprice et il a commencé à tourner plus tard avec une comédienne et au bout de 3 jours ou 4 jours de tournage, je n'étais pas là, ça se passait en Espagne, à Madrid. Il a appelé Silverman pour lui dire, il avait commencé par la fameuse scène de la grille, scène très difficile mais à laquelle il tenait beaucoup, et il lui a dit, je ne peux pas, je me suis trompé, je ne peux pas m'en sortir avec cette comédienne, elle était une bonne comédienne, mais elle ne peut pas aller là où je voudrais l'amener, donc je suis obligé d'arrêter le film, car sans comédienne, je ne peux pas. Alors Silverman, profondément désemparé, attristé, est allé le voir à Madrid, parce qu'il perdait
tout son investissement qu'il avait engagé jusque-là. Il était obligé de payer les techniciens, etc. Ils prennent tristement un verre dans un bar et Buñuel lui dit, mais il me l'a dit par la suite, sans du tout se souvenir de ce que nous avions fait au Mexique, il dit à Silverman, Serge, est-ce que vous connaissez une femme qui pourrait être toutes les femmes? Et Serge a compris tout de suite. Il lui a dit, vous voudriez faire le film avec 2 comédiennes ou 3? Puis lui a dit 3 peut-être pas, mais 2, ce serait envisageable. Alors évidemment, Serge a vu non seulement une façon de sauver le film, mais aussi quelque chose d'extrêmement intéressant, y compris dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire la non-attribution d'un personnage à un comédien, la non-identification, chose qui arrive souvent au théâtre, qu'un acteur joue plusieurs rôles, et même, ça c'est plus pour Hamlet, que le personnage de Hamlet soit joué par 3 comédiens au cours de la même représentation, mais au cinéma, ça ne s'était jamais vu, le cinéma étant par définition plus réaliste, sinon plus réel. Alors, ils se sont mis d'accord pour reprendre le film avec 2 comédiennes. Et à ce moment-là, ils ont pris, dans les bouts d'essai qu'ils avaient déjà fait auparavant, ils ont regardé, ils ont trouvé Carole Bouquet et Angela Molina, et ils ont trouvé qu'elles étaient vraiment parfaitement opposées l'une à l'autre et correspondant aux 2 types que nous avions imaginés naguère. Et je crois qu'ils ont refait des essais, et c'est comme ça que le film a été repris, je crois, 2 ou 3 mois plus tard, et cette fois à Paris. On a reconstruit les décors au studio d'Épinay. J'en ai profité d'ailleurs à la fin du tournage pour aller voler les azulejos, les petites plaques en faïence qui allaient être jetées et dont j'ai fait ma salle de bain. La majeure partie du film est un flashback. Il s'ouvre sur un riche et vieillissant espagnol, Don Mateo, qui regagne son appartement où une certaine Conchita, une danseuse de flamenco, de Séville, comme nous l'apprendrons, est partie, c'est-à-dire par son absence. Une scène de ménage a eu lieu avec ce ton distancié, très caractéristique du cinéma de Buñuel. Elle a saigné. Ce n'est rien, c'est le nez. Jetez ça au feu. Elle est partie pieds nus. Jetez tout ça. Très bien. Une petite culotte, monsieur. Au feu. C'est un peu mouillé. Elle a dû avoir peur. Nous rentrons demain à Paris. Préparez tout. Tant mieux, monsieur. J'étais fatigué de ces steaks à l'huile. Avant, je travaillais dans un restaurant. Il y avait un vieil habitué, un Allemand, qui citait toujours une phrase d'un philosophe de son pays. « Si tu vas avec les femmes, n'oublie pas le bâton. » Ce n'est pas drôle. Don Mateo doit regagner Paris et, sur le chemin, un premier attentat a lieu. Attentats qui vont ponctuer tout le film. Il monte dans le train Séville-Paris, où les passagers s'installent. Il y a une mère et sa fille, un magistrat qui, par coïncidence, est un ami du cousin de Don Mateo, et un psychanalyste, un nain qui donne des leçons particulières. Vous enseignez à la Sorbonne? Non, je donne des leçons particulières. Je comprends. Un événement alors survient. Nous voyons une femme meurtrie avec un pansement qui cherche quelqu'un. Don Mateo l'aperçoit et demande quelque chose à un contrôleur. Quand la fameuse Conchita l'aperçoit et le supplie de ne pas partir, il lui verse un seau d'eau sur la tête. Ne t'en va pas! Mais c'est pas possible! Conchita parvient à monter dans le train. Et les passagers du compartiment sont témoins de l'acte. Ils se renseignent sur la raison de Don Mateo. Il fait alors le récit de sa relation tumultueuse avec Conchita. Ah, bonjour. Tu vas bien? Ça va?
Le Garège, groupe armé de l'Enfant Jésus, fait son entrée dans une discussion entre Don Matteo et son cousin préfet, Édouard. Et les deux hommes vont déjeuner chez le premier. Mais à mon avis, le jury a été menacé. Menacé par qui? Par le Garège, évidemment. Le Garège. G-A-R-E-J, groupe armé révolutionnaire de l'Enfant Jésus. Ah oui. Oui, ceux qui ont commis cet attentat à l'église Saint-Damien. Exactement. Il y a eu 15 morts. C'est là que Don Matteo rencontre Conchita, la nouvelle femme de chambre, arrivée ce matin. Vous êtes la nouvelle femme de chambre? Oui, monsieur, je suis arrivée ce matin. Comment vous appelez-vous? Conchita. Vous êtes espagnole? Oui, monsieur. Vous parlez très bien le français. J'habite en France depuis 10 ans. Excusez-moi. Puis, le soir, il l'invite dans sa chambre. Il l'interroge et l'embrasse dans le cou. Je travaille pour aider ma mère, qui passe son temps à l'église. Autrement, moi, l'unique chose que j'aime, c'est la danse. Vous êtes danseuse? Malheureusement, on ne peut pas en vivre. Et quel âge avez-vous? 18 ans? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Je vous connais à peine. Vous avez des cheveux soyeux. Vous trouvez? Faut que j'aille me coucher. Mais attendez un instant, j'ai quelque chose de sérieux à vous dire. Le lendemain, Conchita a disparu. C'est en Suisse qu'il la retrouve, à la terrasse d'un café d'un grand hôtel. Elle lui rapporte l'argent que des amis ont volé à Don Matteo. Ce dernier les lui rend. Tout de suite, elle avoue qu'il a été trop caressant. Quand Don Matteo lui demande de rester, elle réplique « Ça me plairait beaucoup, mais il faut que je rentre. » Déjà? Ouais, ma mère m'attend. Il lui demande son adresse, elle accepte. Il est ferré, comme le poisson, et il remet les clés à Conchita pour se faire attraper. Le paradoxe de cet obscur objet du désir est que ce dernier n'existe pas, ce qui le rend inaccessible, renforcé par la double apparence de cette femme qui ne trouble aucunement Don Matteo. Car au fond, dans le désir, de qui et de quoi tombons-nous amoureux? Qu'est-ce que nous désirons réellement chez quelqu'un? C'est l'obsession amoureuse dans laquelle tombe platement Don Matteo. Il n'est pas victime, car il devrait se rendre compte qu'il n'a pas et n'aura jamais la jouissance tant escomptée. Il jouit plutôt de son impuissance. Un homme qui sombre dans un tel vertige devrait immédiatement fuir pour espérer aimanter sa maîtresse. Mais le personnage ne le peut pas et ne le veut pas. Alimenté sans cesse par Conchita, qui lui promet l'imminence de l'acte sexuel, mais en le différant à chaque fois, ce qu'on appelle la coquetterie. Pour ajouter au tableau, si Don Matteo ne lâche pas l'affaire, c'est qu'il est âgé et n'a pas la facilité féminine de séduire. Si l'homme est plus fort physiquement, la femme a la primauté de la séduction, déesse reproductrice de l'espèce humaine. Les femmes savent pertinemment que le désir masculin est évident et irrépressible, prêt à l'acte sexuel dans la minute, d'où l'absurde consentement à sens unique. Dans ce domaine, c'est la femme qui est en position dominante. Et il suffit d'imaginer une femme qui essuierait systématiquement le refus d'hommes convoités. C'est ce qui fait l'indécrottable et compliqué rapport entre les deux sexes, qui n'ont pas la même stratégie sexuelle. Conchita n'est donc pas innocente de la spirale qui entraîne Don Matteo. Plus il veut la posséder, plus elle s'éloigne, tout en accrochant son amant par des paroles, jurant de sa virginité tout en lui soutirant de l'argent. Elle excite Don Matteo sans jamais lui permettre de satisfaire son désir, sachant fort bien qu'il ne la désirera plus une fois l'acte sexuel accompli ou avec le temps, selon la baisse tendancielle du taux de séduction chez la femme avec l'âge. Jeux et ballets diaboliques qui ne peuvent s'accomplir qu'à deux et où il n'y a pas d'issue. Ce sadisme mental est l'inverse symétrique de la violence physique, différence fondamentale entre les deux sexes. La dernière laisse des marques
alors que le premier paraît invisible. Je suis toujours vierge. Mais à jouer à ce jeu avec un homme débouche souvent sur la violence, une façon de s'amuser de la masculinité pour la dominer, de la ruiner tout en étant fasciné. Sinon, Conchita n'en jouerait pas. Mais elle en joue. Don Matteo ne sait jamais, incertitude torturante, si Conchita est vierge, et va se donner à lui ou se donne à de multiples amants tout en feignant l'innocence. Il est obsédé par l'introduction de tiers amants qui lui subtiliseraient l'objet de son troublant désir. La virginité de la femme, réelle ou symbolique, s'explique dans un couple par le fait qu'une femme peut séduire n'importe quel amant, dans l'heure, alors que Don Matteo n'a pas ce pouvoir. Pour un homme, ce n'est pas tant ce pouvoir qui prédomine, mais parce qu'il craint que sa femme donne naissance à un enfant qui n'est pas le sien, étant donné sa facilité de conquête. Dès lors, méticuleusement, le film retrace la montée progressive de ce jeu pervers entre les deux amants. Le début était la mise en bouche. L'adresse en poche, le raccord est immédiat. Don Matteo se rend chez elle. On note la différence entre les immeubles récents et les vieilles habitations, signe d'un monde moderne en construction. Don Matteo est bien accueilli, et la première parole de Conchita concerne l'argent prêté. Conchita! Ah, bonjour. Entrez. Maman, c'est le monsieur qui nous a prêté de l'argent. Ah, très bien. Il en donne de nouveau. Tenez, acceptez, je prie. Restée seule avec Conchita, celle-ci joue un double jeu. Sourire enjôleur. Venez avec moi. Posture offerte. Je ne suis pas une fille de ce genre-là. Si c'est ce que vous cherchez avec moi, alors partez. Sanctionné par un discours moral. Puis, léger attouchement de la main pour créer une proximité érotique. Dès lors, Don Matteo est obsédé. Il retourne la voir presque tous les jours en achetant de la nourriture, notamment quand elle danse, la danse étant l'art le plus érotique. Conchita se présente en petite tenue et embrasse Don Matteo. Puis l'arrête quand il veut aller plus loin. Stratégie classique de la coquette. Appâtement et refus. Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais Conchita, c'est vous qui êtes venu sur mes genoux. C'est vous qui m'avez embrassé. Je vous ai embrassé pour vous remercier et parce que je vous aime bien. Toujours par la parole, arme ultime. Depuis le début, elle l'a utilisée pour renverser la situation à son avantage. Elle déclare être vierge, intouchée. Je suis Mosita. Mosita? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis jamais allée avec un homme. Don Matteo s'offre comme pourvoyeur de ressources en achetant la mère au passage. Il déclare à celle-ci qu'il aime Conchita et veut l'épouser plus tard. Oui. Je voulais que vous m'aidiez. L'épisode de la souris dans la tapette est une de ces étrangetés de Buñuel qui est évidente, sans avoir besoin de l'expliciter. Enfin, c'est fini, les promenades dans tout l'appartement. Alors qu'il s'apprête à l'installer chez lui, elle se dérobe une seconde fois. Et si la lettre qu'elle lui envoie est juste, elle ne fait que renforcer le désir de Don Matteo. Au revoir, monsieur. Au revoir. Dans un bar en compagnie de son cousin, Don Matteo retrouve Conchita. Conchita.
Vous étiez là? Elle est réprimandée pour discuter avec les clients. Elle démissionne et accepte de prendre un verre. Comme le patron refuse de la servir, les deux amants sortent. Là, Don Matteo lui propose de venir dans sa maison en banlieue. Conchita lui promet d'être sa maîtresse après-demain. Je serai votre maîtresse dans cette maison. Quand? Aujourd'hui? Non, après-demain. Le rapprochement s'opère davantage. Nous passons au second stade, la proximité physique. Conchita ne refuse rien et s'offre virtuellement. En y allant, elle ne veut pas dormir là où la femme morte de Don Matteo a vécu. Puis, plus tard, elle le cajole, l'embrasse et prétexte être au bord de l'évanouissement. Je crois que je vais tomber. Simagrée et chinoiserie. Elle s'offre demi-nue, puis se refuse. Tu as vu comme je suis belle? Je te plais? Ah oui, tu me plais. Je te plais beaucoup. Ah oui, pourquoi tu me demandes ça? Non, tout à l'heure. Ça ne me dit rien maintenant, c'est tout. Ça ne te dit rien? Non, pas maintenant. Elle attise le désir sexuel de Don Matteo, sachant fort bien l'effet qu'elle suscite, pour le sécher aussitôt. Je ne t'ai rien promis. Comment? Je ne te dois rien. Rien du tout. Fais attention, Conchita. Tu te moques de moi depuis longtemps, mais je pourrais bien me lasser. C'est assez. Et je ne supporterai pas tes manières éternellement. Vraiment. Je ne vous aimerai pas ce soir, Mathieu. Ni ce soir, ni demain. Don Matteo est exaspéré et veut la posséder de force. Ça suffit. Enlève cette chemise. Oh! Éteins les bougies! Je t'en prie. Elle va au lit avec lui, mais il réalise qu'elle a un corset serré qu'il ne peut défaire, rendant impossible tout rapport sexuel. Preuve qu'elle avait prémédité son coup dans son double jeu. Ne chante pas victoire trop tôt. Oh, ta peau est douce. Et ton ventre... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Ce que je sens là. Qu'est-ce que tu portes? Enlève ça. Non. Je vais te l'arracher, moi. Tu vas voir. Laisse-moi. Tu n'y arriveras pas. Ah, de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, laisse-moi. Don Matteo est effondré. Conchita le rassure et lui dit qu'elle n'aime pas ce qu'elle fait. Et ajoute: Et toi, ce que tu aimes, c'est ce que je te refuse. Ce n'est pas moi. Il faut que tu attendes. C'est tout. Ça viendra. Petit à petit. Tu sais que je suis à toi. Et à toi seul. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus? Elle a compris qu'elle obtiendra tout de lui en lui échappant. Tu veux que j'aille habiter chez toi? Don Matteo fait tout de travers. Il se montre faible, soumis et pleure. C'est sans doute ce qu'a dû sentir Conchita dès le début. Même son cousin Édouard est étonné de l'attitude de Don Matteo. Ce dernier avoue que quand Conchita est à côté de lui, il est comblé. Singulier paradoxe. Et s'il l'épousait, il serait désarmé. Il tient donc à ce qu'elle lui échappe pour la désirer infiniment. Voilà pourquoi il accepte tout. Car la situation a évolué. Les deux amants habitent ensemble, mais Don Matteo n'a rien obtenu. Seulement avoir Conchita auprès de lui. Il y a là une dimension imaginaire singulière. Une adulation béate et abstraite. Il s'offre sans mystère et sans ambiguïté, trop empressé, sans feindre l'indifférence. Il fournit lui-même le bois et le tissu qui le transforment en pantin. Proust, dans Le Temps retrouvé, évoque le mécanisme de ces rapports platoniques.
Les femmes devinent tout cela et savent qu'elles peuvent s'offrir le luxe de ne se donner jamais à ceux dont elles sentent, s'ils ont été trop nerveux pour le leur cacher les premiers jours, l'inguérissable désir qu'ils ont d'elles. La femme est trop heureuse que, sans rien donner, elle reçoive beaucoup plus qu'elle n'a d'habitude quand elle se donne. D'ailleurs, sur les bords de Seine, Conchita avoue crûment qu'elle n'a pas envie de lui physiquement. Il a presque tout. Il la possède, il a son corps, sauf l'acte charnel. Pourquoi a-t-il besoin de faire l'amour avec elle? Je voudrais te demander une chose. Oui, Pourquoi tu veux absolument faire l'amour avec moi? pour être plus près de toi. Parce que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et pourtant, j'ai pas envie de faire l'amour avec toi. Nous sommes ensemble. Je viens dans tes bras, je te caresse, tu as mes jambes, ma bouche, mes seins. Pourquoi tu veux en plus faire l'amour? Parce que c'est normal, c'est naturel. Tous les gens qui s'aiment font la même chose. Alors, tu trouves que je suis pas normale? Viens, allons-y. Viens. Conchita jouit de la frustration qu'elle inflige et des règles qu'elle impose à Don Matteo, notamment de se mettre presque nue à la condition que ce dernier ne la touche pas. C'est promis. Mais oui, Sinon, je m'en vais tout de suite, tu le sais. viens ici. Il faudrait que j'attende encore longtemps. Si je te donnais tout ce que tu veux, tu ne m'aimerais plus. Tu ne restes avec moi que pour mon argent. Pour le confort que je t'apporte. Je suis pas comme toi. L'argent, ça m'est égal si j'en voulais. Je saurais bien où en trouver. Ou peut-être que je suis trop vieux. Toi? Au contraire. Je déteste les jeunes. Ils sont idiots. J'aime les gens qui ont vécu. Comme toi. Mais Conchita, Il lui propose alors la sodomie afin qu'elle reste vierge, ce qui la révulse. Qu'est-ce que tu veux dire? tout en restant vierge. Ah non! Pour qui tu me prends? Puis un attentat a lieu, ce qui coupe l'envie à Conchita de rester plus longtemps. Elle impose ses caprices, ne cesse de souffler le chaud et le froid. On sera demain. Ça m'a fait peur. Ça m'a coupé l'envie de rester. Mais hier, je t'ai eu plus longtemps. Hier, c'était hier. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Laisse-moi le temps de m'habituer à toi. Non, va-t'en. On est en droit de se poser une question. Si Conchita est perverse et d'une cruauté intolérable, Don Matteo, en quelque sorte, aime ce traitement, qui lui donne l'illusion d'exister, de vivre enfin quelque chose. Quoi de plus gratifiant, même dans la souffrance, que de se croire rempli de désirs, et ce, dans une vie qui tire vers la fin. Il est évident que si Don Matteo avait autant de pouvoir de séduction que Conchita, il passerait à la suivante. Là réside l'absolue maîtrise des femmes sur les hommes. Privilège aristocratique rarement explicité. Nous passons au troisième stade, une sorte de torture mentale. Conchita raffine son sadisme en invitant un des jeunes voyous dans sa chambre la nuit, à l'insu de Don Matteo, qui découvre le pot aux roses en entendant un vase se briser. Qu'est-ce que vous faites là? Ce dernier le met à la porte. C'est moi qui lui ai dit d'entrer. Et Conchita le suit, en colère d'avoir été découverte, mais trop heureuse de partir en frustrant sexuellement son soupirant vieillissant. Allez, dehors. Laisse-le. Dehors. Foutez le camp. Mais laisse-le! Prenez vos affaires. Je le savais depuis le début, depuis que je te connais. Au fond, tu as le cœur dur et sec. Tu sais, s'il s'en va, moi je m'en vais aussi.
Mais oui. Eh, va-t'en. Allez. Dehors, tous les deux. Je te donne 10 minutes. Sinon, on appelle la police et on l'embarque. Je t'attends en bas. Je t'ai assez vu, toi aussi. 10 minutes. Tu m'entends? Je serais partie avant, trop contente. Mais je te préviens, inutile de me courir après, je ne reviendrai pas. Que Dieu t'entende. Je ne veux plus jamais te voir. Tu entends jamais. Dès lors, celui-ci demande à son ami de l'empêcher de la rejoindre. Et il la fait expulser de France avec sa mère. Malgré cela, et malgré le prétexte d'aller à Singapour par un jeu en aveugle, ils vont à Séville. Singapour. Là, Don Matteo retrouve par hasard, comme aimanté par son destin, Conchita qui travaille en dansant le flamenco dans un cabaret. Elle l'invite à venir la voir et il s'y précipite. Quand elle prétexte qu'elle doit se reposer à l'étage, une femme vend la mèche devant la naïveté confondante de Don Matteo. Il est toujours important qu'une personne vous rapporte ce que l'objet de votre désir pense vraiment de vous. Don Matteo monte à l'étage et découvre Conchita danser nue devant des touristes. Exaspéré, il fait sortir tout le monde. Dehors, tout le monde! Foutez-moi le camp! Filez! Allez, filez! Dehors, tout le monde! Et toi aussi! Allez, foutez le camp! Allez! Let's go! Just one punch will take care of you! Et une fois de plus, Conchita, toujours par la parole, parvient à lui faire oublier ce qu'il a vu et qui devrait le faire fuir. Elle dit même « Un idiot. Tout ce que tu fais, c'est par jalousie. Et puis je me demande de quel droit, parce que tu n'es pas mon père et tu n'es pas mon amant. Non. » Puis elle renverse la situation en lui disant que c'est elle qu'il aime. Elle le cajole et le flatte et déclare qu'elle veut une maison et un peu d'argent. Tu ne m'as jamais comprise. Depuis un an, tu crois que tu me poursuis, tu crois que je me refuse. C'est le contraire. C'est moi qui t'aime, c'est moi qui te veux pour toute la vie. Je n'aimais que toi, Matteo. D'abord parce que tu es beau. Tu as des yeux tendres et brillants. Si tu savais combien de nuits je pensais à tes yeux, oh, j'étais folle. Et puis parce que j'aime le bonheur et que je sais que tu vas me le donner. Je te donnerai tout. Tu n'as qu'à me le demander. Je ne veux pas grand-chose, tu sais. Petite maison, à moi, et un peu d'argent si j'arrête de danser. À Séville? Ouais. C'est fait. Quand tu voudras. Moi, tout ce que je peux faire, c'est t'aimer comme une folle. Et puis être intacte pour toi. Don Matteo cède. Il lui offre la maison et même les titres de propriété et la clé. Conchita affirme qu'elle lui appartiendra le lendemain à minuit. Mais à l'heure dite a lieu la scène la plus cruelle du film. Conchita refuse de laisser entrer Don Matteo. Il restera à la grille. Embrasse ma main. Embrasse le bas de ma robe et mon pied. Voilà, c'est bien. Maintenant, va-t'en. Qu'est-ce que tu dis? Je dis maintenant, va-t'en. Elle lui dit tout ce qu'elle a sur le cœur. Elle a même prié pour qu'il meure après l'avoir ruiné. Je n'en peux plus, regarde-moi, Matteo. Regarde comme je suis contente. Conchita! Je suis libre de toi, libre pour toute ma vie, tu as compris? Ouvre-moi! Essaye avec les dents alors, a ver si rompe la mesa.
Aïe, aïe, reste encore un peu. Il a encore beaucoup de choses à te dire. Mais Théo, j'ai horreur de toi. Quand ta peau s'approche de ma peau, ça me dégoûte. J'ai envie de vomir. Tu comprends? J'ai essayé de m'échapper, mais toujours tu me reprends, tu me retrouves. Et de nouveau tes mains qui me touchent, tes bras qui me serrent, ta bouche qui m'embrasse. Tu ne sauras jamais ce que je sentais quand tu m'obligeais à entrer dans ton lit. La nuit, je crachais après chacun de tes baisers. Oui, j'ai prié Dieu pour que tu meurs. Après que je t'aurais ruiné. Oui, voilà, j'ai tout dit. Tu peux partir maintenant. Allez, va-t'en. Mais va-t'en, Matteo. Tu ne veux pas t'en aller. Alors reste et regarde. Ivre de victoire, et pour l'humilier davantage, elle a des rapports sexuels avec un jeune homme à la vue de Don Matteo. Le voilà, mon amant. Il est beau, hein? Il est jeune. Viens. Prends ça. Là. Tu veux rester? Ben voilà. Si tu veux regarder, regarde. Celui-ci s'éloigne, sans être témoin de l'acte. Mais revient. Conchita part avec son amant. Se révèlent ici les véritables motivations de Conchita, qui se trahit en dépassant la mesure, trop sûre de son pouvoir. Vamos. La guitare est à moi. Je joue à qui me plaît. Le quatrième stade, la violence physique. Son cynisme est tel que le lendemain, à une terrasse de café, elle lui déclare qu'elle est venue pour voir comment il était mort. Don Matteo est livide. Comme elle a quelque chose à lui dire, il l'amène chez lui et la bat physiquement. Elle tente de faire croire que la scène sexuelle était factice et que son amant est en réalité un ami homosexuel. Faux prétexte. Et si elle ne ment pas, c'est l'illusion symbolique qu'elle en a donnée qui prime. La scène d'hier, c'était une comédie, tu comprends? Oh, je ne te dirai rien. Ah, non. Écoute-moi, écoute-moi. El Morenito n'est pas mon amant. Pas du tout. D'ailleurs, il n'aime pas les femmes, tu sais. J'ai fait semblant lui aussi, c'est tout. À terre, ensanglantée, Conchita clame « Maintenant, je sais que tu m'aimes. » Dans ces cas douloureux, il est toujours utile de savoir ce qui s'est passé avant d'instituer un bourreau et une victime. Comme on a dit, Conchita ne devrait pas être étonnée d'être violentée en jouant à ce jeu avec un homme physiquement plus fort, en l'ayant exaspéré à l'extrême. C'est même peut-être ce qu'elle espère pour être dominée. Cependant, si la tentation masculine veut s'emparer brutalement d'une femme, l'homme y perd au fond sa suprématie. Et la grande victoire pour un homme est de vaincre une femme en inversant sa propre stratégie. Bien entendu, si l'on n'est pas riche, bien portant et connu. Elle se traîne à ses pieds. Quand Don Matteo s'exclame dans le train, vous reconnaîtrez que cette correction, elle l'avait bien cherchée. Il a tort. Il oublie qu'il s'est laissé entraîner de son plein gré dans cette torture mentale. C'est à ce moment-là que Conchita lui rend mimétiquement l'appareil, en lui versant un seau d'eau sur la tête. Vous connaissez maintenant toute l'histoire. Et vous comprenez pourquoi j'ai parlé de la tuer. Certes. Non! Cependant, arrivé à Paris, le couple se réconcilie à nouveau. Après avoir quitté le train, ils marchent bras dessus, bras dessous, appréciant leur promenade dans les rues de Paris.
On comprend alors qu'ils s'entendent pour ne jamais s'entendre, et que pour cette raison, les deux amants ne peuvent se passer l'un de l'autre. D'autant que Conchita a tenté de retenir Don Mateo au départ du train, après donc qu'il l'ait violenté. Au fur et à mesure que les relations entre les deux amants s'enveniment, les attentats se rapprochent d'eux sur leur chemin. Après le premier, quand Matteo se rend à la banque, le second est l'attentat contre la centrale électrique. Le troisième est une fusillade entre truands. Le quatrième est mentionné dans le journal que lit Don Mateo. Plus tard, quand Conchita l'a humilié, sa voiture est assaillie. Don Mateo est agressé sous la menace d'une arme. Enfin, le dernier arrive à la fin. Dans un passage couvert, des haut-parleurs annoncent qu'une étrange alliance de groupes extrémistes a l'intention de semer le chaos et la confusion dans la société par des attaques terroristes. Plusieurs groupes de droite prévoient de contre-attaquer. Alors que le couple continue sa promenade, il passe devant une vitrine où une couturière répare avec minutie, comme dans une peinture de Vermeer, une coiffe d'une robe de mariée ensanglantée. Le couple recommence à se disputer au moment même où une bombe explose, les tuant. Le tout sur un extrait de l'opéra La Valkyrie de Wagner. Le terrorisme, et on l'a souvent reproché au surréalisme, est très souvent invoqué dans les textes de Breton et des autres. L'acte surréaliste le plus simple consiste à sortir dans la rue, revolver au poing et à tirer au hasard dans la foule. C'est une très belle phrase qui peut remuer en nous des sentiments intéressants, mais le moment où on voit des gens mettre réellement des bombes dans la foule et dans le métro, on se dit, est-ce que moi-même je le ferais ? Est-ce que je suis responsable de ça ? Est-ce que j'approuve ça ? La mort d'innocents anonymes ? Toutes ces questions, Buñuel, comme d'autres, j'ai connu Aragon aussi, se les sont posées. Et se les sont posées avec acuité. Je me rappelle en 68, c'est-à-dire avant le Charme discret de la bourgeoisie, nous étions à Paris, nous préparions la Voie lactée, et nous allions le matin au quartier latin, au milieu des fumées, des gaz lacrymogènes qui restaient encore, des arbres coupés et tout ça. Et Buñuel découvrait avec étonnement, et quelquefois avec amertume, les slogans surréalistes sur les murs. Il est interdit d'interdire, etc. Et en particulier ce mot que nous avons vu un jour et devant lequel nous sommes restés un moment, inscrit sur un des murs de la Sorbonne, juste le mot « vite ». Et c'était troublant de voir Buñuel, qui avait 68 ans, et qui retrouvait les cris et les appels de sa jeunesse sur les murs des étudiants, et qui se demandait s'il en était responsable, s'il en était un des initiateurs, s'il l'écrirait encore aujourd'hui, et surtout s'il mettrait en pratique les recommandations quelquefois formulées. Oui, ceux qui ont commis cet attentat à l'église Saint-Damien. Exactement. Il y a eu 15 morts. Le terrorisme, ça lui paraissait être le sujet majeur de notre temps. Il disait même que, et il y a quelques allusions à ça dans le film, que le terrorisme était un nouveau langage, un langage des sociétés d'aujourd'hui, qu'au lieu de s'écrire, de se parler ou de se faire des gestes, on s'envoyait des bombes, et qu'il fallait essayer de déchiffrer ce nouveau langage, et que même on pourrait penser que dans l'avenir, et c'est toujours vrai, ce terrorisme politique ou international ou religieux pourrait devenir un terrorisme familial, que l'on pourrait aller déposer des bombes chez sa belle-sœur ou chez son neveu, pour lui faire, soit pour lui faire dire, avouer ou reconnaître quelque chose ou donner quelque chose, soit simplement
comme un signe de vengeance, que ce terrorisme de petit niveau, un terrorisme humble, modeste, on pourrait dire, pourrait devenir un langage universel. Mais ici, l'étrange est ce parallèle entre ces attentats et les relations conflictuelles entre Conchita et Don Mateo, cousus sur le même canevas. Toute l'atmosphère est empoisonnée par les règlements de compte, de cette rivalité mimétique sans fin. Il y a toujours chez Buñuel des éléments étranges, comme ce petit goret que tient une femme tel un enfant. Mais surtout ce gros sac que l'on voit à plusieurs reprises. La première fois est au tout début, quand Don Mateo pénètre chez lui. Puis la seconde fois, quand Conchita et lui s'éloignent dans un parc et qu'un homme traverse l'écran. La troisième est quand le couple est au bord de la scène et que Don Mateo se saisit du sac. La quatrième est quand un employé veut le donner à Don Mateo. Enfin, la cinquième, à la fin, ce sac se retrouve près de la couturière. Ce sac, contenant des robes blanches de mariée, traverse tout le film, à chaque fois proche des attentats, les précédents ou les suivants, comme s'il fallait à chaque fois raccommoder le tissu intime et social des relations entre les hommes et les femmes. Mais la fin est tragique, à moins que, comme le disait Baudelaire, « Moi, je dis, la volupté unique et suprême de l'amour gît dans la certitude de faire le mal. Et l'homme et la femme savent de naissance que dans le mal se trouve toute volupté. »